disais courage. Je vais vous soumettre un exercice difficile d'immersion distractive. J'espère que ce ne sera pas trop ennuyeux, ou plutôt que vous arriverez à plonger dans une sorte d'ennui qui vous permet de passer un moment intéressant. Je veux dire, je vais dire un texte, chose peu habituelle dans ma pratique des conférences et présentations. Un texte assez monotone que j'ai écrit ces derniers jours et qui a l'ambition de présenter un parcours très partiel et fragmenté d'une histoire d'architecture. Comme ma voix sera accompagnée des sons, c'est bien le cas, et de supports d'images, si les textes ne vous intéressent pas, vous pouvez toujours décrocher et vous laisser porter par l'une ou l'autre des projections. Histoire périphérique. Il y a peu de temps, j'ai été sollicité pour présenter mon travail à Zurich dans un format assez semblable à celui-ci, pour une présentation rapide et probablement inutile. La modération et introduction s'est faite par le directeur du musée d'architecture suisse à Bâle, Andreas Ruby. Il a introduit mon travail ou approche comme une qui navigue dans des espaces ou des zones périphériques de l'architecture. J'étais, à ses yeux, un architecte quelque peu tangentiel. Si j'ai pas de lumière, je ne vais pas pouvoir lire. Merci. J'étais, à ses yeux, je disais, un architecte quelque peu tangentiel ou qui, du moins, travaille dans des zones tangentielles ou périphériques, encore une fois, du métier d'architecte. Cette approche à mon travail, venant de quelqu'un si connaisseur et cultivé d'histoire et de théorie de l'architecture, m'a laissé quelque peu perplexe et m'a fait encore poser des questions. Même si je comprends très bien ce qu'Andreas proposait comme une vision et que je lis facilement comme un glissement naturel vers une lecture de mon travail pas tout à fait à l'intérieur de l'architecture comme on l'entend, cela m'interroge fortement et me trouble un peu, j'avoue. Je vais profiter de ce même format de quelques vingtaines de minutes, promis, pour amener des éléments de réaction à cette définition identitaire et pour vous proposer une position critique. Bien évidemment, je n'ai aucune intention, en partant de cette anecdote, de critiquer ou mettre en porte-à-faux Andreas Ruby. Je pense que l'utilisation de ces mots périphériques, de manière tout à fait vernaculaire ou spontanée, est simplement un signe intéressant. Si je fais ceci dans ce contexte, celui du club et de ses architectures, c'est que, comme nous l'ont bien démontré les deux présentations précédentes, la culture et l'architecture du club, j'entends ici le mot club comme une typologie, fait certainement partie de ces architectures non centrales. La culture du club est donc perçue, si elle est perçue du tout, comme une pratique marginale, très probablement appréciée ou plutôt dépréciée par sa nature divertissante, ornementale, dégénérée, sauvage. Ces mots sauvages, il me paraît particulièrement d'à propos pour les sujets qui nous concernent. D'abord parce qu'un Français est dans la culture de la musique électronique. Sauvage, c'est les noms que l'on donne à une fête électro-illégale qui a lieu souvent dans un environnement naturel et qui implique un rassemblement d'une collectivité engageant de la musique, de la danse et souvent la prise de drogue. Il y a une forme d'animalité ou de rapprochement en monde primitif dans ces genres de rassemblements. Une échappatoire du monde civilisé par la rupture ou le non-respect des normes, ainsi que l'extase collective d'une communauté temporaire. Ensuite, c'est avec ces mots mêmes, primitifs, sauvages, dégénérés, que s'exprime un de nos vieux collègues, dont je crois savoir que vous avez fait connaissance à la HED il n'y a pas longtemps, avec un reenactment de son fameux American Bar. Je cite, « Mais celui qui va écouter la 9e symphonie et puis s'installe pour dessiner un motif de papier peint, c'est soit un escroc, soit un dégénéré. » Son livre, Ornement et crime, qui parfois semble être
très mal lu par beaucoup de nos confrères du monde minimal ou post-minimal, a produit une autre communauté militante et du less is more, un autre slogan publicitaire qui cache assez peu de contenu dans son utilisation. Donc, si les polémiques décorateurs de boutiques qu'est Adolf Loos utilisent les termes primitifs, sauvages, dégénérés, c'est pour signaler l'art des peuples appelés périphériques, les papous, dans cet exemple concret. À cette aube du XXe siècle, en 1908, se tracent les commencements d'une histoire de l'architecture qui perdure jusqu'à nos jours. Les termes décoratifs, parfois ornemental, est encore aujourd'hui utilisé pour émettre un jugement critique, négatif, sur un aspect ou un projet d'architecture. Décoratif se traduit donc dans le contexte du langage architectural par superflu, inutile. À partir de ces moments clés du début du XXe siècle, l'histoire de l'architecture moderne se dessine. Tous ces personnages, tous des hommes, remplissent les pages de l'histoire et théorie officielle des livres importants dédiés à raconter cette histoire-là. Les paradoxes et complexités si présents et débattus entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe ne sont tout simplement pas traités à partir de la deuxième période du Bauhaus. L'architecture va s'articuler autour de deux idéologies dominantes, le capitalisme rampant et son équivalent opposé, le communisme. Tous les deux sont héroïques et tous les deux des formes de pouvoir qui nécessitent des monuments qui les représentent en donnant forme à des idées politiques et projets de société. La Deuxième Guerre va collaborer ou même supporter une architecture militante et militaire qui devient fondamentale et nécessaire à la reconstruction du monde détruit. Le modernisme s'appuie très fortement sur cet état du monde. L'avancée commune des arts et des arts appliqués que connaissent les mouvements du tournant du siècle 19e et le début du 20e siècle, Werkbund allemand, sécession viennoise, modernisme catalan, art nouveau franco-belge, art décoratif français, arts and crafts en Angleterre, de style en Hollande, etc., vont trouver la fin d'un schéma sans issue dans ce que je considère la première étape du Bauhaus, avec la très belle Gesamtkunstwerk qu'est la Villa Sommerfeld à Berlin. 12 ans après le texte d'Adolf Loos, l'école qui marquera le XXe siècle en termes de pédagogie radicale et qui donnera naissance au design industriel tel que nous les connaissons aujourd'hui, réalise, comme un manifeste de son identité, une maison dont l'architecture est pour le moins questionnante, quand on la considère d'un point de vue de son statut de manifeste. Un chalet en bois décoré, très décoré. Cette modernité de la maison Sommerfeld, exaltante et holistique et décorative, se voit rapidement remplacée par une autre, dominante, positive, hygiéniste dont les arguments socioculturels prétendent éliminer le superflu et décoratif de tout intérêt architectural. Une ligne centrale est donc donnée à l'ensemble de l'architecture savante, une centralité qui ne laissera que très peu de place aux périphéries décoratives. Difficile de ne pas faire appel, dans une telle évolution, à l'ethnographie ou à l'anthropologie pour discuter des centralités de périphérie. D'un point de vue ethnographique, l'architecture est certainement une des seules disciplines qui peut encore citer ornement et crime sans aucun scrupule ou distance et sans se soucier de l'emploi d'un vocabulaire derrière lequel se cachent des idéologies de pouvoir dominant. Deux citations rapides de Claude Lévi-Strauss. Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Une deuxième. Et pourtant, il semble que la diversité des cultures soit rarement apparue aux hommes pour ce qu'elle est, un phénomène naturel, résultant des rapports directs ou indirects entre les sociétés. Ils y ont plutôt vu une sorte de monstruosité ou de scandale. Dans ces matières, le progrès de la connaissance n'a pas tellement consisté à dissiper cette illusion au profit d'une vue plus exacte qu'à l'accepter ou à trouver les moyens de s'y résigner.
Les développements de l'ethnographie et l'anthropologie correspondent dans le temps à l'émergence des tentatives de contre-pouvoir à l'architecture, au modernisme. Elles se mettent en place dans les années 1940, émergent dans les années 1950 et explosent dans les années 1960 et 1970 pour être étouffées et marginalisées à nouveau à partir de la décennie qui voit naître le postmodernisme, les années 1980. Dans cette trentaine d'années se situe une grande partie de mes influences, celles avec qui mon travail dialogue continuellement. Le temps de cette présentation ne me permet pas d'élaborer en profondeur la relation parfois intime, parfois plus étirée que mes projets établissent avec ce que je préfère appeler les histoires de l'architecture. Il s'installe un dialogue atteint des narratifs, en relation plus ou moins fictionnelle avec d'autres projets de l'histoire de l'architecture ou de l'art. Les associations sont souvent peu contrôlées ou contrôlables. À l'image de ce que vous avez sous les yeux et dans vos organes auditifs, les projets tentent de naviguer et faire des liens complexes entre une pratique architecturale qui est la mienne et d'autres formes de pratiques créatives historiques. Ces pratiques sont peut-être aussi périphériques que les architectures gonflables de Ant Farm, que les gradins et escaliers de Bruce Nauman, les rêves d'utopie construits de Paolo Soleri, les scénographies d'exposition de Carlos Scarpa, l'architecture inconnue de Irving Gill, les A-frames et maisons de week-end de Andrew Galea, l'explosion orchestrée par Michelangelo Antonioni et la musique de Pink Floyd dans le film Zabriskie Point, la salle à manger de l'ange exterminateur de Luis Buñuel, les pavillons réalisés par Dali pour l'exposition internationale de New York en 1939, la déjà citée Sommerfeld House de Walter Gropius et Adolf Meyer, les hybridations décoratives de Joseph Frank, les mystérieux jardins de Bomarzo, les architectures psychotiques de Carlo Molino, les expositions de Harald Zeman, celles plus récentes de Jeremy Deller, les sites et histoires de Monteverita, les installations de Christian Marclay, le film Guild Cinema de Frédéric Kessler, The Whole Earth Catalog, les images des nuits des meilleurs films de Michael Mann, Thief, Heat, Manhunter, les cours hypothétiques conçus pour Charles Sims et George Nelson, Ugo La Pietra, Bunker Archéologie de Paul Viridio, la maison Sugena Watford de Alison et Peter Smithson, Marcel Duchamp, Guy Descointet, Roberto Bolagne, et pourquoi pas finir cette liste extensible avec J.G. Ballard. Peut-être pour revenir à la question de l'ornement et sa liquidation et le parallèle rapide qui a été fait avec le minimalisme, j'aimerais commenter rapidement une des œuvres qui me paraît fondamentale dans l'histoire de l'art. Il s'agit d'une œuvre qui a marqué profondément le travail d'un de mes professeurs à l'école d'art à Genève dans les années 1990, Christian Marclay. Il s'agit d'une pièce polémique de musique qui a été jouée pour la première fois en 1952, interprétée par David Tudor et écrite par John Cage. Je me suis probablement intéressé à la techno minimale, certes par les chemins de la fête et un entourage créatif propice, la Genève des squats des années 2000, mais également comme une prolongation de certaines expérimentations musicales telles que celle-ci de John Cage. La pièce est bien sûr 4 minutes 33, et elle consiste, pour ceux qui ne la connaissent pas, en une temporalité donnée par le titre, entièrement écrite et composée de silence. Le pianiste s'installe pour donner un court concert de silence. Ce qui s'est produit dans la salle de la première performance, c'est un renversement. Les seuls sons émis provenaient d'un public scandalisé, enragé, et non pas du pianiste et encore moins du piano. Si John Cage a écrit cette pièce de silence, c'est qu'il avait lui-même fait une découverte cruciale pour la suite de son travail artistique. Je cite pour décrire ce moment l'historien de l'art Jean-Pierre Kripke. Avant même tout événement sonore susceptible d'être répété, remis en jeu, transformé, nous aimons à penser qu'il pourrait y avoir eu le silence. Le silence comme condition originelle, générative, des phénomènes audibles. Toile de fond vierge sur laquelle ceci viendrait se détacher. Mais on connaît le problème ou paradoxe auquel nous confronte un silence absolu.
Dans la mesure où il peut créer un laboratoire, il n'en demeure pas moins un silence pour personne. Et l'individu se trouvant en pareille situation, aussi indemne soit-il du moindre acouphène, entendra alors la rumeur de son propre organisme au travail. C'est ce dont John Cage fit l'expérience dans une chambre anéchoïque de Harvard et qui le conduisit à réviser sa conception du silence, révision dont devait se montrer redevable 2 ans plus tard, en 1952, sa célèbre composition silencieuse 4 minutes 33. Avec 4 minutes 33, le silence, composé sonore parmi d'autres, perdait son statut d'entité virtuelle pour accéder à l'existence singulière. Si j'affectionne particulièrement cette histoire, c'est qu'elle me semble faire ce que l'architecture peine beaucoup à faire. Faire du bruit son essence sonore. Comprendre que l'espace n'est pas un vide mystique et religieux, ce qui finit par être très énervant dans les textes de Martin Heidegger, mais que les espaces naissent à partir de et dans des existences singulières. À l'intérieur de ces existences singulières et souvent en marge d'autres réalités architecturales voulues plus visibles, se sont développés des espaces comme celui que nous discutons ce soir, cette nuit. Et si l'architecture mainstream nous montre les palais d'objets design d'une élite très publique et très politisée, une quantité innombrable d'espaces singuliers nagent sous les égouts de ces palais, habités des héros plombiers semblables à celui de Terry Gilliam dans Brésil. Ces mêmes décennies, 1950-70, célèbrent avec énergie un renouveau important de la discipline et proposent une gamme très large de possibilités pour l'exercice du métier d'architecture de designer. Tout se passe comme si l'après-guerre ouvrait ou réouvrait le chantier des débats du tournant du siècle, 19e-20e. La complexité artistique et politique de ces années voit renaître avec une énergie renouvelée et libérée les projections multiples d'un futur ouvert. Il y a dans cette période comme un rendez-vous manqué pour l'architecture, un élan novateur, diversifié et libre qui ouvre des voies d'exploration excitantes et à mes yeux fondamentales, mais qui ne verront justement qu'un futur périphérique. Quelques moments clés de ces rendez-vous manqués. Le premier est le pavillon conçu par l'artiste Dali pour l'exposition universelle des New York de 1932. Ce petit bâtiment est nommé le rêve de Vénus et reproduit d'une manière très libre et en 3 dimensions la Vénus de Botticelli. Le pavillon est complètement à contre-courant de l'exposition qui l'accueille. Exposition qui est connue peut-être pour être le moment le plus exaltant du style Streamline de Norman Guedes et Raymond Loewy. L'exposition ouvre ses portes à la veille de la Deuxième Guerre mondiale sous le titre de The World of Tomorrow. Elle veut proposer une vision progressiste et résolument moderniste du monde de ce moment. C'est dans ces contextes progressistes américains que le rêve de Vénus prend tout son sens. La sculpture habitée et œuvre d'art total travaille, et c'est une des premières fois que l'architecture se confronte à cela, avec l'inconscient et la rêverie. Le pavillon est une sorte d'architecture grotesque, provenant d'une culture primitiviste et classique de l'art grotesque, et mélange librement un référentiel pictural et classique avec des images d'un érotisme subconscient typique de l'œuvre de Dali. Derrière une façade très expressive ou expressionniste que l'on traverse littéralement en passant entre les 2 cuisses de Vénus, s'occulte un monde d'aquarium ou de sirènes semi-nues nageant dans un décor aquatique imaginé par l'artiste fou. Malgré que cette œuvre soit un peu précédente à la période qui m'intéresse, 50-70, il me semble qu'elle est intéressante parce qu'elle représente une architecture proto-surréaliste qui ne verra pas vraiment un développement important, ou qui seulement sera développée
par les architectes de la nuit, ceux qui feront justement les discothèques et clubs de la fin des années 60 et 70. Mais elle tient compte d'une expérience complète, d'un espace s'adressant non seulement à la perception extérieure du corps, mais aussi à un vécu intérieur. Ce qui m'intéresse aussi dans ce travail énigmatique, c'est la volonté de Dali de se confronter à un très grand public pour devenir, comme il l'a fait d'ailleurs, une figure populaire du monde de l'art. Un autre deuxième moment clé, c'est l'exposition This is Tomorrow, qui a eu lieu à la Whitechapel à Londres en 1956. Avec un nom semblable à l'exposition universelle dont je viens de parler, cette exposition présente un Tomorrow bien différent de celui de New York. Déjà, il a lieu au présent dans le titre. Il ne promet pas, il montre les demandes d'aujourd'hui. L'exposition est connue pour avoir introduit la culture pop en Angleterre, mais il s'agit d'une pop assez surréaliste avec des artistes comme Eduardo Palozzi et Richard Hamilton, un proche de Marcel Duchamp. Les artistes les plus représentés dans cette exposition sont ceux du Independent Group, un collectif composé d'artistes, architectes et théoriciens. Aux noms déjà cités s'ajoutent ceux du fondateur, le génialissime Rainer Banham, et ceux plus difficiles à cerner du couple d'architectes Allison et Peter Smithson. À ce moment important de l'histoire des expositions se trouvent, entre autres, deux œuvres phares pour mon discours d'aujourd'hui. La première est le très fameux collage de Richard Hamilton, collage au titre incroyable de Just What Is It That Makes Today's Home So Different, So Appealing. La deuxième est la House of the Future, œuvre difficilement classable dans l'ensemble du travail, plutôt conçu comme brutaliste ou compris comme brutaliste des Smithsons. Cette maison, aussi quelque part entre architecture organique et grotto-moderniste, est clairement le seul moment d'intériorité pop dans la carrière prolifique des architectes. Troisième épisode d'une histoire périphérique, le manuel chaotique de Ant Farm, intitulé Inflated Cookbook. Ant Farm est un collectif d'architectes plus connu dans le monde de l'art que de l'architecture, qui réalisera des projets d'architecture, des installations de médias et sculptures entre le milieu des années 1960 et la fin des années 1970. L'œuvre la plus connue est Cadillac Ranch, cette fameuse série de voitures Cadillac renversées à la verticale et partiellement enterrées dans le désert d'Amarillo au Texas. La production de Ant Farm se concentre principalement sur deux axes: architecture gonflable et installation média. Le Inflated Cookbook est le résumé de leur pratique du gonflable, pratique qui doit beaucoup aux utopies du monde intérieur de Buckminster Fuller et les travaux expérimentaux réalisés dans le laboratoire de Frey-Otto à Stuttgart, l'Institut pour les structures légères. Ces travaux, magnifiquement reproduits dans une série de publications nommées IL, seront une inspiration certaine pour tous les adeptes d'architecture et structures biomorphiques. Le Inflated Cookbook est un manuel, un journal d'artistes, graphismes et références chaotiques basé sur la technique du montage. Les gonflables est pour le collectif d'architectes une manière légère et écologiquement responsable d'occuper le monde sous une forme de nomadisme. On peut aisément lire dans cette approche, et même dans la manière de la présenter, une continuité avec la communauté qui lit et pratique le Whole Earth Catalog, publication pilier qui fonde la pensée et mode de vie de cette même communauté. Le gonflable, ce n'est pas seulement une structure souple, habitable, mais un amplificateur d'émotions et de sensations du corps. Habiter un gonflable est une expérience d'altération de la conscience du corps, proche de la consommation de drogues psychotiques, nous disent Ant Farm. Pour le 4e chapitre de cette série d'histoires périphériques, une autre exposition, Architecture sans architecte. Citation du catalogue, cette fois-ci en anglais.
Architectural history, as written and taught in the Western world, has never been concerned with more than a few cultures. In terms of space, it comprises but a small part of the globe, or little more than was known in the 2nd century. Although the dismissal of the early stages can be explained, though not excused, by the scarcity of architectural monuments, the discriminative approach of the historian is mostly due to his parochialism. Besides, architectural history as we know it is equally biased on the social plane. It amounts to little more than a who's who of architects who commemorate power and wealth, an anthology of buildings of, by, and for the privileged, the houses of true and false gods, of merchants and princes of the blood, with never a word about the houses of lesser people. Le catalogue de l'exposition, transformé en livre de référence, amènera le concept d'architecture vernaculaire sur le front de la scène architecturale. Cette exposition, dont l'essence est éminemment visuelle, est présentée sous la forme d'un display scénographique basé sur des superpositions complexes d'images mises en espace. Les visiteurs expérimentent les espaces par une entrée dans l'image. L'inventivité scénographique de Bernard Rudolski les rapproche d'un Carlos Carpa, consacré à l'art des expositions, presque exclusivement. Les sujets importants, l'architecture sans architecte, est vulgarisé par une mise en espace et en image immersive, comme si Rudolski, homme de son époque, avait parfaitement assimilé la puissance médiatique de l'image, les médiums et les messages. Et il n'y a pas de doute que si l'événement, exposition et catalogue, est un des événements les plus importants et populaires de l'histoire du MoMA à New York, il doit cet engouement au pouvoir immersif et peut-être subliminal de la mise en espace des images présentées. Je vais conclure en laissant ouvert la suite d'un chapitrage très long qui pourrait former une nouvelle série dont le but serait de revoir les termes et les paradigmes d'une histoire de l'architecture à revisiter de fond en comble. Les typologies périphériques, marginales ou marginalisées, peuvent être un des centres d'intérêt de cette nouvelle série. Une série qui s'intéresserait de près à la vie des barbares, aux vies décentrées ou centrifériques, aux vies miniatures, aux vies mode d'emploi, au bruit avant le silence, au son des organes de notre corps, aux consciences altérées, aux aspérités non alignées des matières, à la vie des autres, de ces autres dont nous tous faisons partie.